Le football au niveau du Togo, on va parler du stage à Tunis des éperviers, on fera le bilan, on parlera ensuite de cette quarantaine de Ronaldo, Naples également sanctionné au niveau de la Série A italienne, ce qui donc chamboule les choses. Et puis nous parlons de la Ligue des Nations, le duel France-Portugal qui se poursuit. Tout ça, c'est avec Michel Tapa. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Le stage des éperviers à Tunis. D'abord, prenons les nouvelles. Comment ça se passe? C'est terminé ou ça se poursuit? Oui, c'est terminé. Ils sont arrivés à Lomé. Donc, c'est fini à Tunis. Donc, pour aller en profondeur, au départ, c'était 3 matchs qui étaient profus, notamment contre la Libye, contre le Soudan et contre l'équipe de Chebab, une équipe de première division de Tunisie. Au finish, et malheureusement, ça a été seulement un match, celui face au Soudan. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un stage profitable? Oui, profitable, oui, même s'il y a eu quelques couacs, parce qu'il y a des joueurs qui découvrent pour la première fois la sélection nationale. Et donc, c'est le moment pour eux de pouvoir véritablement se mettre dans le groupe des éperviers, connaître leurs compatriotes, essayer aussi de connaître le sélectionneur national, bref, tout le staff technique de l'équipe nationale. Donc ça a été un moment pour ces joueurs qui sont arrivés de pouvoir connaître aussi tout le monde. Ensuite, même si c'est un match, celui contre le Soudan, ça a permis au sélectionneur national, Claude Leroy, de pouvoir faire quelques réglages, parce qu'au finish, même si c'est 15 joueurs qui ont pu jouer, puisque Claude Leroy avait prévu pour que tous les joueurs puissent jouer, au finish, c'est 15 joueurs. Mais on doit remarquer aussi qu'il y a eu un match d'entraînement qui s'est soldé par un match nul de 3 buts partout. Donc une équipe contre une autre également, 2 équipes de l'équipe nationale du Togo. Donc ça a été plus un moment de retrouvailles pour les jeunes Togolais qu'un moment sportif, même si Claude Leroy le dit par rapport au bilan, que ça a été quand même un stage enrichissant pour l'équipe nationale du Togo. Alors un seul match pour ce stage, c'est quand même bien maigre. Bien maigre. Le premier devait se dérouler contre l'équipe de la Libye. Au finish, comme on l'a déjà vu ici, c'est compte tenu de l'avancée de coronavirus dans la région précisément où l'équipe nationale du Togo s'est logée. Même si le staff de l'équipe nationale a dénoncé à un moment donné la communication autour de l'annulation de ce match, puisque quand vous voyez le communiqué envoyé au niveau de la Fédération togolaise de football, au niveau de la Fédération libyenne de football, c'est un communiqué qui n'est pas visiblement professionnel. Et le staff était mécontent de la manière dont le match a été annulé, puisqu'il y a d'autres matchs qui sont déroulés dans la même région. Donc au finish, on n'a pas compris pourquoi le match a été annulé. Mais on n'a pas voulu faire de cela un problème. L'essentiel, c'est de pouvoir jouer la seconde rencontre qui est face au Soudan. Et c'est ce qui a été fait. Au finish, un match nul face au Soudan, 1 but partout. Et l'équipe nationale voulait jouer aussi un 3e match ou bien un second match, puisque l'autre a été annulé contre l'équipe de Chebab qui n'a pas été aussi jouée. Ça, ce n'est pas une surprise, parce que l'équipe a mis des réserves. Quant à ce qui concerne véritablement ce match, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, au finish, un match. Un match nul, vous le rappelez, face au Soudan. Les éperviers ont marqué, mais se sont fait rattraper au score. Quelle leçon on tire de cette rencontre? La première leçon, c'est que on peut dire que l'équipe nationale du Togo a pu jouer. Quand on voit le contenu même de la rencontre, au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'engagement des joueurs, je pense que c'est un bilan positif. Maintenant, ce qu'il y a à corriger, et comme d'usage, c'est la finition. Et là, on peut dire que c'est parce que là-bas, Fodo n'a pas été du voyage. Au finish, son club a refusé de pouvoir le laisser. Donc, il n'y a pas eu de la finition. Et c'est ce qui a irrité le staff de l'équipe nationale. Et Claude Leroy, le sélectionneur national, s'est prononcé. Il a été non seulement mécontent de la manière dont les choses sont passées au niveau de la finition, mais également mécontent du but encaissé pendant la dernière seconde. Même si c'était encaissé dans les moments de temps additionnels. Donc on se dit, l'équipe au niveau défensif n'a pas eu à négocier véritablement la fin de cette rencontre. Et je pense que ça peut irriter tout entraîneur, parce que l'équipe nationale menait au score. Au finish, la victoire était en poche. Et sur une erreur d'inattention, si on peut le dire, on a pu encaisser un but.
Mais Claude Leroy, en même temps, dit que ça va servir de leçon à l'équipe nationale. Visiblement, le sélectionneur national était plus à la quête d'une victoire, puisqu'on sait que cette victoire lui échappe depuis quelque temps en équipe nationale du Togo. Au-delà du stage des joueurs, c'est comme si ce stage était aussi un test pour l'entraîneur lui-même. Oui, vous avez peut-être raison, un test pour l'entraîneur, puisque même si l'entraîneur est là depuis quelques années, un test pour lui, parce que son grand résultat. Oui, son résultat, on peut le reconnaître. Et vous savez, c'est aussi facultatif. Résultat parce qu'on n'est pas arrivé peut-être à marquer des buts, à pouvoir se qualifier au premier abord pour la CAN écoulée en Égypte, parce que c'était l'objectif de Claude-Marie François Leroy. Mais quand vous lui posez la question, et surtout quand vous posez la question à ses lieutenants qui restent non seulement le chargé de communication de l'équipe nationale, Augustin Amiga, et de tout le staff, un travail de fond est en train de se faire. Visiblement, ce travail n'est pas forcément pour aujourd'hui, parce que l'objectif de l'équipe nationale, ce n'est pas d'avoir forcément des résultats aujourd'hui, mais d'avoir aussi des résultats dans l'avenir. Et visiblement, on se prépare plus pour l'avenir. Maintenant, un test pour lui, il a dit que ce n'est pas un échec, ce match contre le Soudan. Et je pense que même si le Soudan est une grande nation de football, parce qu'il faut revenir sur le vécu du Soudan au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, et puis le Soudan présente souvent des clubs au niveau continental, ce que le Togo n'arrive pas forcément à faire. Donc ce n'est pas une petite nation de football, mais je pense que ce match, on pouvait le remporter. Ça a été dû à une erreur d'inattention. Il y a des choses à corriger indubitablement. Alors c'est quoi l'avenir maintenant? Ben, l'avenir, ça passe sans doute par cette rencontre, cette double confrontation face aux pharaons d'Égypte. Et ça va être un peu plus difficile parce que quand on parle d'Égypte, de l'Égypte, c'est une grande nation de football, comme pour le Soudan également. Et quand on parle de l'Égypte aussi, la phobie pour toute nation de football reste Mohamed Salah ou encore Trezeguet. Mohamed Salah, c'est quand même l'un des hommes à tout faire de l'équipe des Reds de Liverpool, un goléador, quelqu'un qui a un sens aigu de but. Et donc attention à cette défense d'ailleurs qui doute. Parce qu'on a vu le doute là face aux Soudanais. On va voir véritablement si Claude Leroy, comme il a dit, il a pu corriger des choses par rapport à cette rencontre. D'abord, on va se déplacer sur le Caire. Moi, je dis qu'il faut arriver à négocier au moins un match nul. Et ensuite, la seconde rencontre qui est à Lomé. Et c'est là où il faut lancer un appel, nonobstant les divisions au niveau du public sportif togolais. Les gens qui pensent qu'on doit plus viser l'avenir parce que le Togo n'a pas tellement de joueurs. Les gens aussi qui pensent que Claude Leroy doit partir parce qu'il ne fait pas absolument le bon job. Donc, il faut s'unir autour de l'équipe nationale. Et je pense que si on arrive à négocier cette double rencontre, à avoir au moins 4 points, même si c'est 3 points, on peut se projeter vers l'avenir et l'avenir de l'équipe nationale, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations à venir en 2022 au Cameroun. Si on passe à côté de cette double confrontation, ça va être difficile non seulement pour l'équipe nationale, composée en majorité de jeunes, mais aussi ça va également être difficile pour le sélectionneur Claude-Marie François Leroy. Mais est-ce que le stage a quand même permis à Claude Leroy de trouver des éléments sûrs? Quand vous l'entendez, visiblement, oui. Trouver des éléments sûrs. Il y a Bessilé et quelques joueurs qui découvrent pour la première fois l'équipe nationale du Togo. Parce que pour Claude Leroy, c'est cette carence à la fois offensive et peut-être défensive qu'il est en train de chercher. C'est pourquoi il bourlingue souvent à la recherche des joueurs togolais qui jouent à l'étranger. Et ces joueurs qui sont arrivés, le bilan est positif. Je pense que Claude Leroy peut pouvoir tirer de cela pour composer une équipe nationale de ce nom aujourd'hui. Et aujourd'hui, les pamphlets qui lui sont adressés restent le problème pour le Togo de ne pas avoir jusqu'alors une équipe nationale type. Et nous, on l'attend. On attend cela. Et Claude Leroy se défend en disant souvent que tout le monde est utile pour l'équipe nationale. Mais il faut dégager une équipe nationale de ce nom. Et je pense que d'ici là, il aura à dégager cela pour qu'on puisse jouer la tête reposée face aux pharaons d'Égypte. Et la double confrontation face aux pharaons, c'est prévu pour quand? C'est en novembre. Je n'ai pas la date précise. En novembre, en tout cas,
ce qui est sûr, les éperviers se préparent à cela. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à fournir vu la richesse de l'équipe nationale du Togo, même si elle est composée, il faut le dire, en majorité de jeunes. Moi, je dis au niveau de la défense, on peut compter sur Dieng Dakonan, qui joue en Liga Espagnola. Il est expérimenté. Au niveau du milieu de terrain, on a Ilas Bebou, qui joue à Offenham, en Allemagne, en première division. Et l'attaque peut être portée également par Fodo là-bas, ou Gilles Sounou, d'ailleurs l'auteur du premier but contre le Soudan. Passons à notre second sujet. Nous sommes du côté de l'Italie maintenant. Cristiano Ronaldo en quarantaine parce que le joueur de Juventus a été testé positif au coronavirus. Il a été testé positif au coronavirus dans son pays natal, au Portugal, au lendemain de cette rencontre de la Ligue des Nations face aux Bleus de France. Et c'est le Portugal, le porte-parole de la Seleção das Ilhas, l'équipe nationale du Portugal, qu'il a dit qu'il est testé positif et isolé. Et bon, il est arrivé en Italie avec un avion médicalisé et surtout, il est pris par l'ambulance personnelle pour l'amener chez lui, où il est mis en isolement pour au moins 10 jours. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour mettre à l'abri l'équipe de la Goba qui est aussi qui joue le championnat de la Série A italienne. Donc, il est contrôlé positif. Quand on connaît Cristiano Ronaldo, l'homme a tout fait de l'équipe de la Vecchia Signora. Ça va être difficile, mais quand on voit la profondeur aussi de cette équipe de la Juventus, je pense que oui, certes, Cristiano va manquer à l'équipe, mais l'équipe a aussi des éléments pour pouvoir continuer sa route. Alors, mais des questions se posent quand même parce que Cristiano Ronaldo a été testé positif au lendemain de cette rencontre, je pense, avec cette confrontation contre la France. Ouais. On l'a vu notamment enlacer Mbappé, remettre même son maillot au jeune prodige de l'équipe de France. Du coup, les gens se demandent s'il n'a pas fait d'autres contaminés avant de découvrir sa positivité. Oui, il y a des interrogations. Comme vous l'avez dit, vous savez que Neymar adore beaucoup Cristiano Ronaldo. Il a eu le temps d'aller le voir à Madrid quand Cristiano jouait encore au niveau de la Casablanca. Et on a vu comment ils se sont parlé quand Cristiano était à Paris. Il n'y a pas que Neymar, il y a Cavavinga également qui a contracté effectivement le coronavirus parce que on se dit qu'il a peut-être dormi avec le maillot de Cristiano Ronaldo parce que lui aussi adore Cristiano Ronaldo. Donc il se pose une question au niveau de l'effectif même de l'équipe de France. En tout cas, la France est un pays un peu avancé en matière de santé. Je pense que l'équipe nationale de France sera prise en charge et on verra notamment les joueurs qui sont contrôlés positifs pour qu'ils puissent être mis en quarantaine. Est-ce que pendant le temps de quarantaine de Cristiano Ronaldo, la Juve a des rencontres importantes ? Oui, des rencontres. Toutes les rencontres sont importantes pour la Juventus de Turin parce que depuis quelques saisons, vous savez que la Juventus a fait mes bases sur la Série A italienne. C'est la priorité pour le nouvel entraîneur de cette formation, Andreas Pirlo. Cette priorité reste de pouvoir soulever le Scudetto, qui est le titre suprême de la Série A italienne. Donc toutes les rencontres à venir sont un peu plus importantes pour la Vecchia Signora. Donc il va manquer au moins 3 matchs de la Juventus de Turin. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un problème pour la Juventus de Turin. Mais quand vous voyez aussi la profondeur du banc, ça va permettre aussi à Pirlo, c'est comme Cristiano Ronaldo est blessé. Quand il se blesse, il y aura forcément un plan B pour Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que Pirlo va faire avec cela pendant au moins ces 10 jours d'isolement. Il y a aussi l'autre chose qui donc perturbe la Serie A, c'est cette sanction de Naples. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, je vais partir des règles. Les règles stipulent qu'une équipe en Série A italienne avec 13 joueurs contrôlés négatifs plus un gardien peuvent jouer un match de football. Alors, le problème de Napoli aujourd'hui, c'est que Napoli dit que 2 joueurs ont été contrôlés positifs et donc on a adressé un courrier à la Fédération italienne de football
que l'équipe de Napoli ne peut pas discuter cette rencontre face à la Juventus de Turin. C'est une rencontre de la Série A italienne parce que les autres joueurs ont été mis en isolement. Alors, la Ligue italienne de football dit ce n'est pas ce qui est écrit dans les règlements. Au moins 2 joueurs sont contrôlés positifs. Ça veut dire que rien n'est confirmé, que les autres joueurs sont contrôlés positifs. Donc, d'autres joueurs, il y a même des joueurs qui sont au niveau du centre de formation, dont les entraîneurs à un moment donné font appel pour pouvoir remplacer certains joueurs qui sont éventuellement blessés. Donc, c'est dit que les Napolitains ont l'effectif pour pouvoir jouer cette rencontre face à la Vecchia Signora. Seulement, l'équipe ne s'était pas déplacée, l'équipe de Gennaro Gattuso. Et donc, la Juventus a gagné sur tapis vert 3-0. Et donc, l'ascension. Et cette sanction, c'est non seulement le match perdu sur tapis vert, mais également un point de pénalité. Ce que Napoli ne compte pas aussi laisser, puisque les avocats sont sortis pour pouvoir aller saisir voilà, la juridiction qu'on peut saisir en matière de football au niveau de la Série A italienne pour que le Napoli ne puisse pas être sanctionné. On va voir. En tout cas, Napoli sort les griffes. La Juventus également, parce que ça avantage la Juventus. Sans jouer, nous avons 3 points. Et les règles au niveau de la Série A italienne aussi sont là pour pouvoir être respectées. Est-ce que Naples a des chances de se faire entendre? Parce que l'argument du Napoli, c'est que nous avons demandé un report de la rencontre parce que tous les joueurs ont été placés en isolement après la découverte de ces 2 cas. Et le placement en isolement, c'est sur instruction des autorités sanitaires locales. C'est des arguments qui peuvent passer? Oui, ça peut passer si, puisque Napoli avance un argument, c'est sur autorisation des autorités, si on peut permettre le pléonasme sanitaire local. Alors, si Napoli peut s'appesantir sur cela pour défendre bec et ongle le non-déplacement de l'équipe là au niveau de Turin pour pouvoir jouer ce match face à la Juventus de Turin, ça peut passer. Maintenant, quand on voit la règle principale, qui est si 2 joueurs au moins sont contrôlés positifs et non les autres, alors l'équipe peut se déplacer. Ça veut dire que a priori, le Napoli ne peut pas gagner cela. Donc, mais on verra. Je pense que si l'équipe sort et met devant les avocats, ça veut dire véritablement que l'équipe a encore des arguments à faire valoir pour pouvoir gagner. Peut-être si on peut parler de procès. Il y a la règle de la Série A, mais il y a l'avis sanitaire des autorités. Finalement, on est dans un contexte de pandémie. L'avis des autorités sanitaires prime également. Oui, il y a la règle de la Série A et l'avis là. On va voir maintenant si la règle surpasse l'avis des autorités sanitaires. En plus de cela, comme je l'ai dit, il y a aussi l'avis de l'équipe de la Juventus de Turin, parce que c'est l'équipe là qui a remporté comme du beurre, on peut le dire, le match du championnat sans pouvoir jouer. Est-ce que la Juventus aussi va pouvoir accepter jouer une éventuelle rencontre si la Série A décide éventuellement de pouvoir jouer cette rencontre? On ne sait pas. On va voir et visiblement, on verra, comme on l'a déjà dit, si la règle de la Série A va pouvoir l'emporter sur l'avis des autorités sanitaires. Donc pour le Napoli, c'est quand même cher. Payer 4 points de perdu, ça fait mal. Ça fait très mal parce que c'est une équipe napolitaine qui joue, même si la saison écoulée, elle n'a pas été au haut niveau, qui joue à chaque fois ce haut niveau en Série A italienne. Et Gennaro Gattuso, qui reste l'entraîneur, a des ambitions. Certes, c'est un jeune entraîneur qui n'a pas tellement d'expérience, mais on l'a vu, il a gagné la Série A italienne la saison écoulée. Il se projette cette saison vers la Série A italienne. Et donc déjà, 4 points restent des points qui vont handicaper Napoli. Mais je pense que la course est toujours lancée. C'est comme on perd, peut-être en déplacement, on vient livrer un match nul à domicile. C'est possible quand même on joue. Mais ici, la configuration elle est claire. Nous n'avons pas joué, nous sommes suspendus ou bien nous sommes pénalisés. Donc, il faut tout faire pour pouvoir avoir les 4 points. Troisième et dernier sujet, le duel qui continue entre la France et le Portugal. Le mano-mano, France-Portugal, continue à distance. Vainqueurs respectivement contre la Croatie et la Suède mercredi soir. Les 2 équipes se discutent désormais la première place de leur groupe.
la France a battu la Croatie 2-1. Le Portugal a battu la Suède 3-0. Finalement, les deux équipes ont le même nombre de points, c'est ça? Les deux équipes ont le même nombre de points, 10 points, sauf que le Portugal est devant avec plus 8, la France avec plus 4. Maintenant, les deux équipes ont également 2 matchs encore à livrer, puisqu'il reste 2 matchs dans la poule 3, le groupe 3, pour ce qu'on appelle souvent la finale à 4 de cette Ligue des Nations. Et donc, la France a à cœur de pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des Nations. N'oublions surtout pas que le Portugal reste la bête noire, si on peut le dire, de l'équipe nationale de France. On sait déjà qu'en 2016, le Portugal est venu remporter l'Euro à domicile face à la France. On se souvient de ce but en or marqué dans les arrêts de jeu ou bien dans le temps additionnel. Et donc la France se dit, écoutez, nous avons le devoir de pouvoir battre le Portugal. Sauf que le match aller entre les deux équipes dans le cadre de cette Ligue des Nations s'est soldé par un match nul et vierge, 0 but partout à Paris. Les retrouvailles, comme on l'a dit, entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Maintenant, le match retour à Lisbonne va être on ne peut plus disputé et on ne peut plus capital pour les deux formations. On voit mal peut-être l'équipe de France tomber peut-être face à la Croatie. On voit mal l'équipe de Portugal tomber face aux Blackhawks de la Suède ou vice-versa. Je ne sais plus si la France va affronter les Blackhawks ou bien va affronter la Vatrini, l'équipe nationale de Croatie, ou bien le Portugal. Dans tous les cas, il reste 2 matchs pour les deux formations. Un match en déplacement. Maintenant, le dernier match qui reste la finale, c'est entre la Seleção das Quinas et les Bleus de l'équipe nationale de France. Tout compte fait, je vois les deux formations-là remporter d'abord les 2 matchs en déplacement. Et ensuite, la finale, là, ça va être on ne peut plus décisif pour les deux formations, le Portugal et la France. En fait, là où les deux équipes auraient dû se départager, c'est dans leur confrontation directe France-Portugal, sauf qu'ils ont fait match nul. Oui, elles ont fait match nul à Paris parce que les deux équipes battent, si on peut le dire, la Suède et la Croatie quand elles les croisent. Maintenant, là où il faut quand même se départager, comme vous l'avez dit, c'est la rencontre. La confrontation directe entre les deux formations, le Portugal et la France. Le premier acte qui s'est déroulé en France a été à l'avantage, si on peut le dire, du Portugal, parce que c'est l'équipe du Portugal qui était en déplacement, 0 but partout. Maintenant, la seconde rencontre, ou bien la phase de retour au Portugal, va être décisive. Mais attention, l'équipe nationale de France, c'est une équipe qui s'est déplacée. C'est une équipe mondialiste. D'ailleurs, elle a remporté la Coupe du Monde en 2018. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, l'équipe de France, avec des valeurs devant, surtout Griezmann, Kylian Mbappé et autres, peuvent faire la différence à tout moment. Et puis, l'équipe du Portugal, qui a l'avantage au prime abord de la maison et surtout l'avantage de quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment, Cristiano Ronaldo. Est-ce que cette Ligue des Nations, en tout cas, montre de belles choses? Oui, il faut d'abord préciser que c'est la 2e édition. L'année écoulée, c'est d'ailleurs le Portugal qui a remporté cela face à l'équipe batave, l'équipe de la Hollande. Oui, de belles choses, oui, parce que c'est une compétition de plus là-bas dans le vieux continent. Mais c'est une compétition également qui rentre dans le palmarès et des joueurs de la sélection et de l'équipe nationale. Et donc, c'est une compétition à prendre au sérieux. Et quand le Portugal l'a remporté, le Portugal s'est inscrit comme la première nation à pouvoir remporter cela. Et ça se trouve dans le palmarès du Portugal. C'est d'ailleurs pourquoi les rencontres sont âprement discutées. Il suffit de voir aussi dans les autres groupes comment l'Allemagne peine devant des nations, la Turquie et autres, comment également l'Angleterre, les Three Lions également peine devant d'autres nations. Donc, oui, ça promet de bonnes choses parce que ce sont des grandes valeurs qui se retrouvent. La preuve, l'équipe nationale de France n'a pas mis sur le banc Kylian Mbappé, n'a pas préservé Olivier Giroud et autres. L'équipe du Portugal n'a pas mis sur le banc Cristiano Ronaldo parce qu'il est cher pour la Vecchia Signora plutôt. Toutes ces nations jouent avec leurs valeurs, d'où l'importance de la Ligue des Nations. Michel Tapa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause et après le journal, regard croisé.